L'adaptation à l'hyperglycémie, en fait, finalement, le titre est déjà un peu un challenge en soi, enfin, un défi, en restons français, donc un défi, parce que finalement, l'hyperglycémie, c'est peut-être en partie un mécanisme adaptatif, et donc c'est peut-être un serpent qui se mord la queue. Alors, l'histoire a commencé, enfin, on connaissait déjà l'hyperglycémie en situation de stress depuis bien longtemps, mais l'histoire a commencé en 2001 à Louvain, en Belgique, avec un conte de fées, un rêve qui devient réalité. Dia suivante, l'étude de Gret Vandenberg et collaborateurs qui montre que rien qu'en diminuant la glycémie à 6,1 millimoles par litre, 80 à 110 mg par décilitre, par rapport au traitement conventionnel, on diminue la mortalité de 47%, donc diminution impressionnante qui n'a jamais été observée pour aucune autre intervention en soins intensifs. C'est d'autant plus vrai qu'on reste plus longtemps. Ici, les patients qui restent plus de 5 jours aux soins intensifs, la mortalité hospitalière a également diminué de 34%. Alors, d'autres dont moi-même avons coordonné des études, il y en a eu d'autres depuis, qui n'ont aucune des études de confirmation n'a été capable de reproduire les résultats de la première étude de Vandenberg de 2001. Et donc finalement, le signal est neutre. Quand on prend une méta-analyse, il y a donc eu un enthousiasme extrêmement important et puis des déceptions pour de multiples raisons de l'incapacité de reproduire ces résultats merveilleux, presque trop beaux pour être vrais. Dia suivante. Alors, on se trouve parfois sur un ring de boxe avec des oppositions assez fortes. Ici, par exemple, Paul Marik, qui a publié dans Intensive Care en octobre 2016, Tight glycemic control in the acutely ill, low evidence of benefit but high evidence of harm. En d'autres termes, surtout ne faites pas ça. Et puis, il y a la réponse des gens de Louvain, donc Gret Vandenberg et Jan Kunst. Ne jetez quand même pas le bébé avec l'eau du bain. Chez nous, ça a marché. On ne va pas écraser ce qu'on a montré. Et donc, nous avons, avec Hélène Oudemans van Straten d'Amsterdam et moi, écrit un troisième morceau pour essayer de mettre les opposants ensemble, pour essayer de susciter le dialogue, parce que c'est en dialoguant qu'on peut avancer. Dia suivante. Alors, quel sujet de discussion a-t-on proposé? Eh bien, peut-être qu'on peut s'entendre sur le fait que l'hyperglycémie de stress, donc de la phase aiguë, est un composant de la réponse adaptative au stress, un petit peu comme l'hypoxie, comme l'adaptation de la consommation d'oxygène. Par contre, si l'hyperglycémie persiste après la phase aiguë, eh bien, elle peut exercer des dommages, elle peut être en soi dommageable pour certains organes. Et enfin, comme on le sait dans le diabète, quand il est mal contrôlé, il y a des dommages cellulaires en cas d'hyperglycémie persistante et des mécanismes de défense qui ont été développés au long cours en cas d'hyperglycémie chronique, comme on va le voir. Donc, premier sujet de discussion, l'hyperglycémie de stress fait partie de la réponse essentielle à la survie. Ici, de nouveau, Paul Marik avec Rinaldo Bellomo, qui ont publié dans Critical Care en 2013 cette jolie comparaison des taux de cortisol au repos, les barres bleues, et après un stress, les barres rouges. Et vous voyez que le taux de cortisol va bien sûr être un des déclencheurs principaux de l'hyperglycémie et que l'amplitude de l'augmentation du cortisol est très dépendante du style de vie. Par exemple, on a le guépard ici qui multiplie par 10 sa sécrétion de cortisol quand le stress, quand il est activé, alors qu'à l'inverse, tout à gauche, on a le koala qui lui roupille sur son eucalyptus et ne demande rien à personne. Et il y a beau avoir un éléphant qui court à côté de lui, c'est pas ça qui va faire augmenter sa sécrétion de cortisol. Entre ces deux extrêmes, entre le koala et le guépard, on a l'espèce humaine qui multiplie environ par 3 sa sécrétion de cortisol lors d'un stress stéréotypé. Alors, est-ce qu'on peut considérer dans cette situation 80 à 110 mg par décilitre ou 4 à 6,1 millimoles par litre comme étant une valeur normale de glycémie, comme c'est sous-entendu par le terme normoglycémia? Personnellement, je pense que non.
puisqu'il y a un stress, puisqu'en plus ces valeurs-là sont considérées comme normales chez des volontaires sains ou des volontaires en tout cas à jeun, alors que nos patients reçoivent de la nutrition et qu'en plus on a des traitements comme les corticoïdes, comme les catécholamines qui sont en soi responsables d'une augmentation de la glycémie. Alors on parle bien de la phase aiguë, la phase précoce, donc dia suivant, enfin, oui. Donc ici on a la phase qui suit l'agression, que ce soit la chirurgie, que ce soit le traumatisme, que ce soit l'infection. Durant les 3 à 5 premiers jours qui suivent l'agression, on a une phase dans laquelle on a une dépense énergétique de repos qui est modérée, notamment parce que souvent les patients requièrent une sédation pendant cette phase aiguë et surtout on a une utilisation prédominante des glucides comme source d'énergie. Donc, ce qui veut dire en d'autres termes que le corps a besoin pour survivre à l'agression d'avoir suffisamment de glucose à sa disposition. Dia suivante. Très vieille dia qui vient d'un texte, d'un livre de référence en chirurgie qui montre qu'il y a une production d'environ 300 grammes de glucose quand on a par exemple une fracture de fémur. On a une production endogène sans amener quoi que ce soit comme hydrate de carbone importante de 3 à 400 grammes de glucose par jour pendant les 3 à 5 premiers jours qui suivent l'agression. Dia suivante, le foie est l'organe central qui lui est un producteur de glucose à partir de la glycogénolyse. Allez-y, là ça va suivre. Donc on a du glucose qui est produit par le foie à partir du glycogène et qui va être utilisé par les tissus lésés, recyclé en lactate et puis recyclé de nouveau en glucose, première voie de la néoglucogénèse. Le glucose sera vital pour un cerveau lésé qui a perdu la capacité d'utiliser les corps cétoniques et pour les globules rouges et les globules blancs. Et donc ces organes sont les organes dits insulino-indépendants, les organes dont la captation de glucose qui est vitale est dépendante de la concentration environnante. À l'inverse, on a des organes insulinodépendants dans lesquels la captation de glucose est régulée par l'insuline, c'est le muscle et les adipocytes qui, eux, ne sont pas indispensables à la survie, en tout cas à la phase aiguë, et ces organes se privent volontairement de glucose. Il y a un mécanisme d'insulino-résistance qui se met en place et qui a comme résultat une moindre captation de glucose par ces tissus qui représentent environ 50% du poids du corps. Et donc, de plus, les tissus adipeux et les muscles relarguent également des substrats qui vont être utilisés pour renforcer la néoglucogénèse, la production endogène de glucose. Donc, un système bien régulé qui a été préservé par l'évolution et dont le but est de fournir suffisamment de glucose aux tissus pour survivre à l'agression. Et donc, probablement qu'on a ici, l'hyperglycémie est un reflet de la quantité accrue de glucose qui tourne. Il y a une moindre captation au niveau des tissus insulinodépendants, une augmentation de la production. Du coup, la résultante, c'est qu'il y a plus de glucose en circulation. Alors, c'est au niveau des récepteurs, des transporteurs au glucose que les choses se passent, que la résistance à l'insuline, c'est essentiellement au niveau du récepteur de type GLUT4 qui est régulé par l'insuline que ça se passe. Et donc les récepteurs au glucose sont des familles qui ont été identifiées sur le plan biochimique assez récemment, 3 classes de familles, je ne vais pas m'étendre, mais donc les types 4 qui est régulé par l'insuline, on le trouve quantitativement essentiellement au niveau des muscles squelettiques et au niveau du tissu graisseux. Il y en a également au niveau du cœur, mais en moindre densité. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand l'insuline est perçue au niveau d'un récepteur, elle produit la translocation de récepteurs au GLUT4 qui, eux, vont faire entrer le glucose dans la cellule. Et bien, ce mécanisme est donc inhibé en situation aiguë au niveau des organes qui sont richement pourvus en GLUT4. Alors, cette résistance à l'insuline, cette moindre captation de glucose
par les tissus graisseux et les muscles, est quelque chose qui est retrouvé dans les espèces animales les plus anciennes et qui a été préservé au cours de l'évolution, ce qui suggère en effet que ça procure un avantage sélectif, comme ça a été bien décrit et revu dans ce très beau papier des pères et fils Souters publié dans Clinical Nutrition en 2012. Les stimuli de l'insulinorésistance, on les connaît depuis longtemps. Il y a le système nerveux sympathique dans la seconde qui suit l'agression, suivi de l'activation de la vasopressine, des endorphines, du cortisol suite à l'activation hypothalamo-hypophysaire, puis l'inflammation avec les cytokines, et puis finalement une réponse du système immunitaire. Alors, en plus de ces éléments de production d'insulinorésistance qui dépendent du patient et de sa maladie, il y a une prédisposition liée à la réserve pancréatique, et notamment si le patient est déjà prédiabétique ou pas, plus des éléments liés à nos traitements, les corticoïdes, les vasopresseurs et les modalités de nutrition. Alors, maintenant, passons à la phase aiguë. Après 3 à 5 jours, on arrive à la phase late phase. Oui, voilà, dans laquelle il y a donc des besoins en glucides qui sont moindres. Et par contre, il y a toujours, comme ça a été étudié également par les gens de Louvain et Silis Langouche qui a publié en 2007, les taux d'insuline. Regardez surtout les barres blanches, ce sont les patients des groupes contrôle des études de contrôle glycémique strict. Et donc, quand on ne traite pas beaucoup la glycémie, eh bien, il y a encore une même à J7 et même à la sortie, il y a encore un hyperinsulinisme, une augmentation du C-peptide, donc une augmentation de la sécrétion d'insuline endogène. Mais on est passé la phase aiguë, on est à 7 et 10 jours après l'admission. Alors, ce qui se passe au niveau de l'hyperglycémie qui persiste au cours de la phase tardive, c'est qu'il y a une toxicité qui a été notamment mise en évidence, ça fera plaisir à Mervyn, au niveau donc, des mitochondries, avec essentiellement une production de radicaux libres d'oxygène et de peroxynitrite, qui est la combinaison entre le NO et le superoxyde. Alors, quand on a regardé les données cliniques qui sont disponibles, dia suivante, on a regardé, ça fait plus d'1 million de patients chez qui on a regardé s'il y avait une relation entre hyperglycémie de stress et moins bon devenir. On a fait une revue systématique qui n'est pas encore publiée. Oui, dia suivante. On a trouvé qu'il y avait effectivement un risque de mortalité qui était multiplié par un facteur 1 à 17, donc une très grande disparité entre... Ça fonctionne maintenant, merci beaucoup, mieux vaut tard que jamais. Et donc, une très grande disparité entre l'effet de l'hyperglycémie de stress versus pas d'hyperglycémie de stress. En termes de mortalité, en termes de taux d'infection. Une grande partie de sa disparité entre les résultats, c'est que finalement les définitions qu'on a utilisées pour l'hyperglycémie de stress sont extrêmement variables, comme vous pouvez le voir sur la partie inférieure de la dia. Et par ailleurs, la plupart de ces études étaient rétrospectives et nord-américaines. Alors, quand on regarde le devenir, et je vais terminer en vitesse. Ici, les patients qui ont une hyperglycémie de stress ont un risque d'acquérir un diabète après le séjour en réa qui est multiplié par 3,5 par rapport aux patients qui n'ont pas développé d'hyperglycémie de stress, comme si l'hyperglycémie pouvait se prolonger pendant des durées qui vont jusqu'à 6 mois dans les études qui ont été utilisées pour cette méta-analyse. Et donc, en cas de diabète, là, on sait qu'il y a des voies qui sont activées par l'hyperglycémie chronique, qui sont des voies au niveau intracellulaire associées à des dysrégulations à différents niveaux et des complications cliniques qu'on connaît bien, néphropathie, neuropathie, rétinopathie, microangiopathie. Et donc, contre ces dérivés toxiques du glucose, il y a des voies de détoxification qui ont été développées par les cellules. C'est la théorie de Brownlee publiée dans Nature en 2001. On a 4 voies biochimiques qui permettent finalement de détoxifier les dérivés de la glycolyse. Alors,
l'hyperglycémie, quand en phase aiguë chez nos patients de réa, finalement, quand on a un diabète préexistant, eh bien, le bénéfice du contrôle strict de la glycémie n'a pas été retrouvé, même à Louvain. On a ici, donc, sur les panneaux de gauche, les patients diabétiques, le panneau de droite, les patients non diabétiques. Pas d'avantage significatif de survie chez les diabétiques. Et ici, on a regardé, et ça vient d'être accepté pour publication dans Endocrine Practice, avec Krinsley aux États-Unis. Ils ont changé leur cible glycémique et adapté leur cible glycémique selon l'hémoglobine glycosylée. Donc, les patients qui avaient un diabète mal équilibré avaient une cible glycémique plus élevée. En résumé, ce qu'on a observé, c'était qu'il y avait une diminution significative du rapport entre mortalité observée et mortalité attendue chez les patients avec une HbA1c supérieure à 7%, donc les diabétiques mal équilibrés, chez qui on avait remonté la cible glycémique, comme s'il fallait adapter finalement la cible aux habitudes du patient et aux habitudes des cellules de traiter leur environnement. Et là, je vous invite à Bruxelles le 30-31 mai 2017 pour un cours de 2 jours sur ces sujets. Voilà, je vous remercie de votre attention.